Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur les médias à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai. À l'échelle mondiale, le nombre de pays où les journalistes peuvent exercer leur métier en toute sécurité continue de se réduire. L'Afrique subsaharienne n'échappe pas à ce recul. La haine contre nos confrères, les attaques contre les journalistes d'investigation, la censure notamment en ligne et sur les réseaux sociaux, ainsi que le harcèlement économique et judiciaire continuent de miner notre profession. Des changements positifs sont toutefois salués dans certains pays africains. Comment se portent les médias en Afrique francophone? Quels sont les pays les moins bien classés? Comment expliquer le succès des pays les mieux lotis? On en discute dans ce Washington Forum. Morgane Guiriec en votre compagnie, merci de suivre cette édition. Pour planter le décor, nous avons recueilli les inquiétudes de nos correspondants sur le continent. Regardez. Les forces de l'ordre nigérianes ne savent pas ce qu'est la liberté de la presse, car je me souviens de 2014, lorsque 276 filles ont été enlevées par le groupe Boko Haram. Un policier m'a battu et m'a cassé le bras. Il a également cassé mon équipement alors que j'essayais juste de rapporter ce qui s'était passé. Je pense sincèrement que nous avons besoin de la liberté de la presse. Nos agents de police devraient être plus conscients que la presse doit être libre pour faire son travail. Une presse indépendante est l'un des éléments essentiels du développement. Elle joue le rôle de garde-fou. Une presse libre montre au public ce qui ne va pas et ce qui va bien dans sa société, et cela l'aidera en tant que nation à réfléchir sur son processus de développement et à prendre une bonne décision. C'est pourquoi une presse libre est importante en Tanzanie. La région de Mopti vit aujourd'hui dans un conflit intercommunautaire. Un conflit qui a provoqué le déplacement de certaines communautés des zones à tension pour se mettre à l'abri. Certains confrères ont également été touchés. Par exemple, un animateur d'une radio de Koro qui couvrait une marche a vu son téléphone confisqué avant de lui sommer de quitter la ville. Un autre qui évoluait à Baï dans le cercle de Bankas a quitté le village sous menace. Aujourd'hui, en dehors de la ville de Bandiagara et de Douanza, aucune radio des zones exondées n'anime un Peul. J'ai perdu mon ami et collègue Alinour Saïd Ahmed ici. Cet après-midi-là, nous étions en train de faire notre travail, comme d'habitude, lorsque la tragédie nous a frappés. J'aime ma profession malgré les meurtres, les attaques, les menaces et autres pressions. C'est ce que la liberté de la presse signifie pour moi. Accueillons maintenant nos invités à Addis Abeba, qui accueille la Journée mondiale de la liberté de la presse cette année. Nous retrouvons Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique à Reporters sans frontières. À Dakar au Sénégal, Hassan Diagne, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de RSF. À Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire. Et à mes côtés en studio, Bagassi Koura, mon confrère de VOA Afrique. Arnaud Froger, dans les grandes lignes, quels sont les principaux obstacles à la liberté d'expression sur le continent ? Ce que l'on constate dans le dernier rapport publié conjointement au classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF en 2019, c'est que 22 pays sur 48 en Afrique subsaharienne sont classés soit en rouge, soit en noir, ce qui signifie que la situation y est difficile, voire même très grave. Les obstacles qui sont récurrents, ce sont des obstacles pour couvrir les processus électoraux où les journalistes sont très souvent pris à partie, agressés. Ce sont des arrestations arbitraires, il y en a eu beaucoup au cours de l'année 2018 en RDC, au Cameroun par exemple également. Ce sont également des suspensions de médias, ce sont des restrictions d'accès aux réseaux sociaux, des coupures Internet. Il faut savoir que sur le continent africain, 22 pays y ont eu recours sur ces 5 dernières années, donc c'est près de la moitié des pays qui ont eu recours. Donc des restrictions d'accès à l'information et puis je dirais aussi des tentatives de museler la presse, d'investigation, celles qui cherchent à aller traquer la corruption, la mauvaise gouvernance. Hassan Diagne, vous êtes en charge du bureau Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans votre région ?
ce qui inquiète le plus en Afrique de l'Ouest, Arnaud y a fait tout à l'heure allusion, ceux qui font du journalisme d'investigation, ils sont traqués. En plus de pressions judiciaires qu'ils subissent, il est difficile dans les pays où sévissent les groupes extrémistes comme le nord du Nigeria, le nord du Mali, le nord du Niger et depuis quelque temps le nord du Burkina Faso. C'est difficile d'exercer le métier de journaliste. Le troisième point sur lequel il serait à mon avis important d'insister, c'est la nécessité de réformer le cadre légal dans beaucoup de pays de la région. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez expliquer? Réformer le cadre légal, c'est-à-dire un code de la presse pour le cas du Sénégal, par exemple, un code de la presse qui dépénalise les délits de presse. Les délits de presse, les procès en diffamation sont comme des sortes d'épées de Damoclès qui planent sur la tête des journalistes dans beaucoup de pays de la région. C'est juste un exemple que je donne. Autre point important qui pourrait aider à lever cette épée-là qui plane sur la tête des journalistes, ce serait l'accès, voter une loi qui permette d'accéder à l'information, par exemple. Alors, dans les pays francophones de l'Afrique subsaharienne, c'est Djibouti qui est le moins bien classé, 173e position. Puis on a le Burundi qui occupe la 159e position. La plupart des radios indépendantes sont fermées dans ce pays. Le discours officiel associe les médias non alignés aux ennemis de la nation et les journalistes sont régulièrement harcelés par les forces de sécurité. Conséquence, des dizaines de journalistes burundais se sont exilés au Rwanda notamment. Nous sommes partis à la rencontre de ces confrères burundais installés à Kigali. Regardez. La crise au Burundi a commencé lorsque le président Pierre Nkurunziza a décidé de briguer un troisième mandat controversé en avril 2015. Une tentative de coup d'État a ensuite eu lieu le 13 mai. Par la suite, des troupes fidèles au président ont déchaîné leur colère contre les médias. Les médias privés tels que Radio-Télé Renaissance, Radio Publique Africaine, Isanganiro et Bonesha FM ont été attaqués et partiellement détruits par les forces de sécurité burundaises. En ce qui concerne la liberté de la presse au Burundi, je crois que depuis que les radios ont été détruites par le gouvernement, je crois qu'il n'y a pas de liberté d'expression au Burundi. Les journalistes n'ont pas vraiment le droit de s'exprimer comme ils le faisaient avant la crise. En raison de la crise politique et sécuritaire au Burundi, des dizaines de milliers de Burundais ont cherché refuge au Rwanda voisin. Aujourd'hui, le Rwanda abrite plus de 70 000 réfugiés burundais et son nombre augmente d'environ 200 réfugiés chaque semaine. Je suis arrivé ici parce qu'il y avait eu des problèmes des problèmes politiques au niveau du pays, au niveau national. Et là aussi, avec ce problème, les médias ont été inclus dans ce problème et ont été accusés d'opposition. Et c'est pourquoi, avec mon média, la radio Bonesha FM, on a été pris, on était considérés comme des opposants du gouvernement après le putsch qui était manqué. C'est pourquoi on a pris le large, on a essayé, on a eu l'occasion, on a eu la chance d'être ici parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance et qui ont été enlevés, qui ont été tués. Alors que de nombreux journalistes ont fui le pays, certains n'ont pas été en mesure de le faire quand ils ont été arrêtés ou tués avant d'avoir eu la chance de fuir. Alors la liberté de la presse n'affecte pas uniquement les journalistes. Au bout de la chaîne, c'est la qualité de l'information offerte au public qui en souffre. Arnaud Froger, dans un pays comme le Burundi, comment s'informe la population ? Votre reportage illustre très bien la situation au Burundi. Ce qui se passe au Burundi, on pourrait croire que le plus grave est derrière, finalement non. La situation elle est dramatique et le plus grave il est peut-être devant. Pierre Nkurunziza, le président burundais, est en train de tuer le débat public au Burundi. Ça a commencé par des radios qui ont été incendiés, qui ont été fermés, des dizaines de journalistes qui ont pris la fuite en 2015-2016. Et puis, ça se poursuit par
un verrouillage du paysage médiatique et votre média est concerné puisqu'il a été initialement suspendu arbitrairement pour 6 mois et puis finalement suspendu pour une durée indéterminée. Ça se caractérise aussi par le président qui lui-même organise des séances de moralisation à l'égard des journalistes où il va leur dire quelle est sa vision de l'histoire et ce que les journalistes ont le droit de dire ou non. Finalement, ça se caractérise aussi par le fait que le journaliste d'investigation, Jean Bigirimana, est toujours porté disparu depuis plus de 2 ans, ça fera 3 ans l'été prochain, et qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée pour le retrouver, ce qui en dit long sur la liberté de la presse dans ce pays, et pour répondre à votre question, sur le débat public qui meurt à petit feu au fur et à mesure que le pays se vide de ses journalistes et de ses médias. Alors Bagassi Koura, vous avez été notre envoyé spécial au Burundi. Quel a été votre vécu, votre ressenti sur place? Oui, au Burundi, c'est vrai que j'y étais un peu plus de 2 ans. Bien sûr, la situation s'est dégradée davantage depuis. Il était déjà difficile de travailler. D'abord, à chaque sortie sur le terrain, on rencontrait toujours les forces de l'ordre ou souvent les autorités qui venaient poser énormément de questions. Et c'était difficile de travailler. Je n'ai pas duré d'aller là-bas à cause de cela, parce que les sujets qu'on comptait tourner, on n'arrivait pas à les réaliser à cause de toutes ces barrières mises en place par les autorités. Et bien sûr, on a des correspondants comme Christophe Nkurunziza qui finalement perd son boulot parce que la Voix de l'Amérique ne peut plus embaucher des journalistes burundais pour faire du reportage au Burundi. Donc c'est un pays assez compliqué et difficile à y vivre comme un journaliste. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une différence entre les journalistes locaux et les journalistes qui viennent de l'étranger et qui viennent pendant une petite période de temps? Pour le cas du Burundi, pas vraiment. Ailleurs, on peut le dire, mais au Burundi, tout le monde est traité, tout le monde est surveillé. Les autorités ne veulent pas d'informations, que l'information circule, que vous soyez un journaliste local ou pas. Bien sûr, quand vous allez dans certains pays, souvent, il y a une petite différence que vous pouvez remarquer. Par exemple, en Centrafrique, vous pouvez constater que les Séléka, les anti-Balaka, souvent quand vous êtes un journaliste étranger, les gens ne se préoccupent pas tellement de vous, même si ça reste encore difficile, comme on l'a vu pour le cas des journalistes russes qui ont perdu la vie là-bas. Mais moi, je pouvais aller, quand j'étais en Centrafrique, aller chez les Balaka le matin et passer la journée au kilomètre 5 le soir. Pendant ce temps, mes confrères locaux avec qui je travaillais refusaient d'aller dans un camp comme dans l'autre pour leur propre sécurité. Alors, pas très loin du Burundi, la République démocratique du Congo, classée 154 sur 180. D'après RSF, c'est le pays du continent où il y a le plus d'atteintes à la liberté de la presse. Arnaud Froger, quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles sont confrontés nos confrères en RDC ? Alors malheureusement, en RDC, le spectre des atteintes à la liberté de la presse, il est assez large. Comme vous le rappeliez, c'est le pays d'Afrique subsaharienne où RSF enregistre le plus grand nombre d'exactions. On est autour de 120 l'année dernière, pour la 2e année consécutive. Ça va des agressions, des intimidations, à des arrestations plus ou moins longues. Parfois c'est quelques jours, parfois c'est quelques semaines. Ça passe aussi par des suspensions de médias, des retraits d'accréditation pendant les processus électoraux, des coupures Internet, comme ça a été le cas suite à la présidentielle du 31 décembre. Donc le spectre des atteintes est très large. Aujourd'hui, l'espoir de RSF, c'est que le changement de président va permettre peut-être de conduire une nouvelle politique plus favorable à la liberté de la presse. Le discours d'investiture du nouveau président Félix Tshisekedi à cet égard était prometteur. Il s'était engagé à faire des médias un véritable 4e pouvoir. Maintenant, on attend que ces promesses se concrétisent et se matérialisent par des actes concrets. Et nous, ce que nous demandons, c'est que la base légale sur laquelle se fonde l'exercice du journalisme en RDC soit réformée, puisque le code de la presse qui régit l'exercice du journalisme en RDC, il date de 1996. Il avait été signé de la main du maréchal Mobutu. Il prévoit des peines extrêmement répressives. Et comme le rappelait mon collègue Hassan à Dakar, sans cadre légal favorable, c'est une épée de Damoclès qui pèse sur la tête des journalistes et c'est un instrument au service du pouvoir pour réprimer, pour museler la presse et pour empêcher les informations de circuler.
Alors on va se concentrer sur un dernier pays. En 145e position, on a la République centrafricaine que Bagassi Koura vient de mentionner. Le pays a chuté de 33 places. Pourquoi, Arnaud ? Tout simplement parce que au cours de l'année 2018, 3 journalistes russes ont été assassinés dans des conditions qui n'ont absolument pas été élucidées ni par l'enquête côté centrafricain ni par l'enquête russe. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi RSF a demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Un triple assassinat de journalistes d'investigation qui étaient venus enquêter sur la présence de mercenaires russes dans le pays. Donc effectivement sur une région qui en Afrique subsaharienne ne comprend pas le plus de morts, hein. C'est pas en Afrique subsaharienne qu'il y a le plus de tués dans la région. Il y en a eu 6 l'année dernière, 3 en Centrafrique, donc forcément ce niveau d'exaction eh bien, a des conséquences sur le classement et explique en partie le recul de la Centrafrique au classement. Je précise quand même que on est dans un contexte et un environnement médiatique qui est extrêmement dégradé en RCA. On n'est plus très loin d'être dans un désert médiatique. Les médias nationaux ne fonctionnent plus bien du tout. Leurs articles sont souvent achetés, parfois haineux. L'accès des médias étrangers est de plus en plus difficile. Lorsque vous allez dans le nord du pays, eh bien, vous êtes rapidement accusé par les autorités de traitement biaisé de l'information, de ne pas être des amis des autorités. Nous, le message que nous envoyons à la République centrafricaine, c'est de dire que les journalistes sont là pour rapporter les faits, ils ne sont pas là pour faire l'office du tourisme des pays dans lesquels ils travaillent. Ils sont là pour établir les faits afin que les citoyens puissent être informés. Et ce que nous voulons à tout prix, c'est éviter que la Centrafrique se transforme en désert et en trou noir de l'information, comme c'est le cas par exemple à Djibouti ou en Érythrée. Alors, Seydina Abagay, notre correspondant à Dakar, nous a rejoint. J'ai une question pour lui. Un aspect auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on parle de la liberté de la presse, c'est l'économie. D'après vous, Seydina, en quoi est-ce que les questions d'argent impactent le travail des journalistes ? Bonjour Morgane, bonjour à tous. Ici à Dakar, par exemple, le principal souci avec l'aspect économique, c'est que les jeunes journalistes reporters sont dans des situations très précaires, ce qui favorise la corruption et la collusion entre les autorités, en tout cas certaines autorités et certains journalistes. D'ailleurs, hier, à l'occasion de la remise des cahiers de doléances qui se fait chaque année lors de la fête du travail, c'est ce qu'a souligné le syndicat des journalistes, parce que l'État ne sévit pas trop pour que la nouvelle loi qui doit un peu redresser le niveau financier des journalistes soit respecté. Et comme cela n'est pas fait, l'État est jugé complice parce que les gens sont tout le temps en train d'exploiter les jeunes journalistes qui viennent de sortir des écoles. Ou bien, il y a même ici au Sénégal, on n'en parle pas trop parce qu'on dit qu'ici la presse se porte bien, mais il y a des centaines de jeunes journalistes qui sont dans les rédactions et qui ne bénéficient pas de contrat alors qu'ils sont en train de travailler depuis plusieurs années. C'est un problème. L'autre problème, c'est le problème des per diem. Parce qu'ici au Sénégal aussi, c'est un souci que la presse a. Les gens sont si mal payés que quand ils vont en reportage, au lieu de cibler les reportages, par exemple, d'actualité, ils préfèrent aller dans les conférences ou bien les rencontres internationales où les organisateurs prévoient de donner un transport aux journalistes. C'est une caricature qui montre qu'au Sénégal, la presse se porte globalement bien, tout comme la liberté de la presse, mais les conditions financières dans lesquelles les journalistes doivent être, ils ne le sont pas, et cela a une répercussion sur le traitement de l'actualité parce qu'il y a des articles commandés qui sont de plus en plus fréquents et cela nuit gravement à la liberté de la presse ou bien à l'objectivité de l'information que les journalistes donnent. D'accord. Seydina, on va parler dans quelques instants du Sénégal. On marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur la liberté de la presse en Afrique. Pour en parler à Addis Abeba, Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique à Reporters sans frontières. À Dakar, Hassan Diagne, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de RSF. Et Sedina Abagé, notre correspondant à Dakar. Et puis à mes côtés, Bagassi Kouran, mon confrère de VOA Afrique. Alors, très rapidement, avant de poursuivre la discussion, voyons ce que pensent nos Facebookers. Ben Benoît, congolais, qui est à Kinshasa en RDC, dit « Je suis un journaliste et j'aurais pu faire un film sur la rébellion Kamwina-Nsapu, mais la chaîne pour laquelle je travaillais n'a rien fait pour ma protection, l'État non plus. » Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, les journalistes sont victimes d'agressions, d'arrestations, de tortures dans l'exercice de leur métier. La recherche de l'information est devenue un métier mortel. La vérité est un aliment difficile à digérer, dit-il. Et puis enfin, Loceni Dosso Lecco, qui est à Lecco en Italie, il dit « Le mal, c'est que le journaliste est toujours partial ». Voilà pour ces commentaires Facebook. La liberté de la presse en Afrique, le tableau est sombre, mais il y a quand même de bons exemples. En Afrique francophone, c'est au Burkina Faso que la presse est la plus libre, 36e sur le classement. Hassan Diagne, comment expliquer ce relatif succès du Burkina ? Le succès du Burkina, à mon avis, s'explique par le cadre légal. Un cadre légal, j'ai fait allusion tout à l'heure, un cadre légal moins contraignant que dans beaucoup de pays. Autre succès aussi à mettre sur le compte du Burkina, c'est qu'il y a, en tout cas de l'année évaluée, on n'a presque pas noté d'exaction sur les journalistes de manière générale. Mais j'aimerais juste, à la suite de mon collègue, mon confrère sénégalais, revenir sur le fait que c'est un problème général au Burkina et à l'Afrique francophone qu'on retrouve un peu partout. C'est que l'indépendance est un tout petit peu atténuée par la dépendance d'une manière générale vis-à-vis du pouvoir public, du pouvoir politique et du pouvoir économique. On se rend compte que dans beaucoup de pays francophones, y compris le Burkina et le Sénégal, les médias n'appartiennent pas, pour la plupart des cas, à des journalistes. Ils appartiennent soit à des politiques, soit à des hommes d'affaires qui cherchent de l'influence, avec tout ce que cela a comme conséquence sur l'indépendance et le contenu éditorial. Oui, l'indépendance financière. Mais quand même, Bagassi, puisque le Burkina Faso, c'est aussi votre pays. D'après vous, qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré ? Ce qu'il faudrait améliorer, c'est la santé des médias, comme il vient de le mentionner, avec la crise, notamment ce conflit dans le nord et l'est du pays. Les médias, la plupart des grandes entreprises qui faisaient de la publicité, notamment sur les radios ou dans les médias, ont des difficultés. Du coup, ça se ressent sur la part de marché que ces médias recevaient donc de ces entreprises. Du coup, ça nous ramène à cette affaire de per diem dont parlaient nos confrères sénégalais. Mais aussi cette question d'accès à l'information. Le Burkina a passé une loi pour permettre aux journalistes d'avoir accès à l'information publique. Et jusqu'à présent, les autorités traînent les pieds pour mettre cette loi en application, de sorte à ce que quand les journaux d'investigation qui ont quand même construit une certaine crédibilité ces dernières années, quand ils ont besoin d'informations, que les autorités puissent mettre ces informations-là à leur disposition. Donc tout ça, c'est des attentes. Mais surtout le fait qu'avec ces conflits sur la lutte contre le terrorisme, il y a des difficultés à couvrir cette lutte-là parce que l'armée n'est pas habituée à être sous le feu des questions des médias. Donc ça envoie des tensions entre certains médias et les journalistes, notamment quand on parle d'exaction des forces armées sur des populations civiles. Il y a aussi le fait que dans le nord et dans l'est du pays, la plupart des journalistes n'ont pas accès à ces zones-là parce que c'est devenu très, très dangereux. Et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? C'est peut-être voir comment est-ce que ces médias peuvent être accompagnés, notamment dans la couverture de ces questions-là qui, on s'est dit qu'elles vont être là encore pour des années à venir.
Malheureusement. Autre succès quand même cette année qui mérite d'être mentionné, hein, il ne s'agit pas d'un pays francophone, mais quand même c'est l'Éthiopie. Arnaud Froger, comment est-ce que l'Éthiopie a pu remonter de 40 places dans le classement ? Alors c'est un succès effectivement probant qui s'explique à la faveur d'un changement de pouvoir. Un nouveau Premier ministre a pris les commandes de l'Éthiopie il y a un tout petit peu plus d'un an. Le Premier ministre Abiy Ahmed, il a tout de suite entrepris de libérer les journalistes qui se trouvaient en prison. Il y a aujourd'hui plus un seul journaliste et professionnel de l'information qui se trouve dans les geôles éthiopiennes. C'était plus arrivé depuis plus de 10 ans selon les données de RSF. Par ailleurs, de nombreux sites internet, plus de 200 ont été autorisés, ils étaient interdits. Il y a une réforme du cadre légal qui est en cours, donc il y a vraiment un vent nouveau sur la liberté de la presse qui souffle en Éthiopie pour un pays qui était habitué vraiment au bas-fond du classement mondial de la liberté de la presse. Mais évidemment, ces libertés ne viennent pas sans challenge et sans défis nouveaux également. Il faudra que ces changements positifs soient institutionnalisés, que la réforme du cadre légal qui régit la presse soit adoptée et que ce cadre légal soit beaucoup plus protecteur pour les journalistes. Et puis il faudra aussi que les autorités garantissent aux journalistes un environnement prospère, un environnement serein. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent en Éthiopie, il y a beaucoup de conflits ethniques dans ce pays, donc les autorités pourraient à un moment ou à un autre être tenter de revenir sur les libertés accordées. Nous souhaitons évidemment que ces libertés soient préservées. Alors, l'émission touche à sa fin, hein, mais quand même, laissons l'Afrique de côté pour un instant. Hein. Les plus fortes dégradations affectent des régions en principe vertueuses, d'après RSF. C'est le cas des États-Unis. Bagassi Koura, quelles sont les zones d'inquiétude ici ? Ici, les médias ont l'impression qu'ils n'ont pas le soutien des autorités en place, notamment de la Maison-Blanche. Presque chaque 2 jours, il y a un tweet du président qui va à l'encontre des médias. Il y a ces menaces que les journalistes ont reçues l'année dernière, non seulement souvent des autorités, mais aussi du public. Certains médias ont reçu des colis piégés, comme le New York Times ou même CNN, qui ont reçu des colis piégés. Il y a l'accréditation du correspondant de CNN à la Maison-Blanche, Jim Acosta, qui a été retiré pendant quelques jours. Il a fallu lui des recours et des protestations pour qu'il puisse retrouver sa place à la Maison-Blanche. Et il y a aussi l'assassinat des journalistes ici même dans la région de Washington, au Capital Gazette. C'est un journal local, donc un homme armé qui a dû être inspiré par tous ces messages qui circulent, est arrivé donc à la rédaction et a tué jusqu'à 4 journalistes. Donc il y a une régression et il y a une inquiétude surtout, et les gens voudraient que les autorités aident à rassurer les journalistes qui peuvent faire librement leur travail sans inquiétude. Merci Bagassi Koura. Ce seront donc les mots de la fin. Arnaud Froger, Hassan Diane, Seydina Abagué et bien sûr Bagassi Koura. Merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, à l'équipe qui a travaillé sur cette édition. Au revoir.